Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde. Merci à Alain Dupas d'être avec nous ce soir. Alain Dupas a longtemps été pilote de la cellule de prospective du Conseil du Centre national d'études spatiales. Qui a publié de nombreux ouvrages sur la prospective appliquée à la recherche, aux politiques de recherche et tout spécialement au spatial. Et il publie avec deux collègues ce livre « Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs ». Et moi j'avais envie d'introduire évidemment la table ronde par cette phrase que j'aime bien de Goethe, en disant « J'aime celui qui rêve l'impossible ». Il se trouve que juste avant que tu n'arrives, Alain, j'étais plongé dans ce livre qui n'a vraiment rien à voir avec toi. On peut même se dire que c'était l'antidote, celui de Delphine Bateau, qui commence par une citation de Nelson Mandela disant « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Donc à toi de jouer, tu as 45 minutes pour tout nous expliquer du message de ce livre. Merci Hugues. Alors pourquoi ce livre ? Je commence par une citation de notre président que j'ai bien aimée, et dont j'aurais bien aimé qu'elle soit suivie de plus d'actes, qui est au Salon Vivatech 2017. Notre président a dit « La France est un pays d'entrepreneurs, historiquement c'est vrai, c'est un pays de start-up, factuellement c'est vrai aujourd'hui, il y a vraiment un écosystème de création de start-up, d'incubateurs, etc. qui marche très bien. Je veux aussi que ça devienne aussi un pays de licorne. Alors la licorne, dans le monde de l'innovation, c'est la start-up qui grossit, et qui dépasse le milliard de dollars de valorisation. Il y a différents types de valorisation, mais bon, c'est 1 milliard de dollars, et donc certaines sont en piste pour devenir plus grandes, des super licornes ou des 10 milliards de dollars, des titans 50 milliards de dollars, et puis les géants qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM. Il n'y a pas que, il y a quelques autres, on peut parler des GAFAM, c'est Microsoft, et puis les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla. Donc il y a beaucoup de boîtes qui deviennent énormes et très vite. Très vite. J'ai vu ça arriver en moins à peu près 20 ans. Bon, bref, j'ai écrit ce livre. Moi, je suis physicien, je fais pas mal effectivement de prospective dans le domaine spatial, aérospatial, industrie de l'information. J'ai écrit sur la grande rupture avec mon ami Gérard Hubert, malheureusement disparu aujourd'hui il y a maintenant 8 ans, chez Robert Laffont, sur toutes les ruptures technologiques. Et là, on a discuté, mes deux co-auteurs qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, Jean-Christophe Messina et Cyril de Souza Cardozo, eh bien, ils ont écrit un excellent bouquin qui s'appelle L'art de l'innovation, qui a été préfacé par Jean-Yves Le Gall d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a parlé de Musk, on a parlé de Bezos, et on s'est dit qu'il serait quand même intéressant de comprendre pourquoi aux États-Unis, dans l'écosystème de l'innovation américain, émergent des sociétés qui grandissent et qui vont avoir un impact sur la vie des gens, de tous les gens, extrêmement fort. Je le disais à Hugues avant qu'on rentre dans cette salle, s'il n'y avait pas eu donc les smartphones, donc l'héritage d'Apple, et le premier smartphone date malgré tout que de 2008, c'est-à-dire 11 ans. S'il n'y avait pas eu Facebook, et Facebook ça a été créé au milieu des années 2000, s'il n'y avait pas eu Google qui a été créé à la fin des années 90, et puis eh bien, il n'y aurait pas eu de gilets jaunes, parce que les rendez-vous étaient pris sur Facebook, les échanges se faisaient avec des smartphones, et donc vous avez une révolution. Quand on parle des GAFA, on dit ah là là, des milliardaires, etc. La réalité, c'est qu'ils ont changé la vie de tout le monde, partout, en France, en Europe et dans les pays en développement aussi. Le smartphone, c'est devenu un outil vraiment
universal, c'est vraiment un outil de vie. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, maintenant, le problème, c'est que toutes ces boîtes, elles sont américaines. Pourquoi? On voit le nombre de licornes, d'où viennent-elles? Aux États-Unis, il y en avait 178. En Chine, 91. Donc, beaucoup sont des clones. Les Chinois ont l'art de bien comprendre ce que font les Américains et de le refaire parfois en mieux. Bon, vous avez à côté des GAFA, vous avez l'équivalent en Chine. Et donc, vous avez à peu près la moitié de licornes, la moitié du nombre de licornes américains en Chine. Au Royaume-Uni, 19. Donc, moi, je suis pas absolument sûr que le Brexit, ça se passe tout à fait comme on le lit dans notre presse. Vous avez pas mal en Inde, en Allemagne, en Corée du Sud, puis la France, on en a 6. Alors, on vient d'en avoir 6. Jusqu'à ces derniers jours, on en avait 5. On voit quand même, il y a un problème. Donc, vous prenez vraiment les géants. Pour les géants, ils sont tous américains. Alors, comme ça résout. Voilà, aujourd'hui, la liste des plus grandes sociétés par capitalisation. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. Numéro 1, ces jours-ci, c'est Microsoft, on est à 1000 milliards de dollars. Il y a une chose aussi remarquable, c'est que jusqu'en 2000, avant cette phase d'émergence des géants du numérique, la valorisation des très grandes boîtes, c'était plutôt 100 milliards de dollars. Que ce soit dans le pétrole, l'automobile. Bon. Là, vous avez des boîtes qui font 1000 milliards, 10 fois plus. Amazon est près des 1000 milliards, Apple aussi. Amazon et Apple, comme Microsoft, ont franchi l'année dernière pendant quelques temps les 1000 milliards. Puis Alphabet, vous savez bien qu'Alphabet, c'est la maison mère de Google. Vous avez Facebook, qui en dépit de tous les problèmes qu'il y a pu avoir du Zuckerberg, des problèmes tout à fait justifiés, est quand même encore valorisé au-dessus de 500 milliards de dollars, et est en train d'introduire une monnaie qui mérite attention, disons. Alibaba, chinois, un clone des GAFA, Tencent, chinois, un clone de GAFA, et en ce moment, vous savez bien qu'il y a une guerre avec Huawei, qui était le clone de Apple. Bon. Et la première boîte qui vient pas de ce monde, c'est une boîte de pharmacie, Johnson & Johnson. Mais donc, vous pouvez chercher les boîtes européennes. Il n'y en a pas. C'est simple. Alors, le problème est, je veux dire, il n'y en a pas. Et c'est quand même, je dirais que c'est pathétique parce que c'est pas qu'on savait pas que ça allait arriver. Hein. En 2000, il y a eu le célèbre agenda de Lisbonne, dont le but était de faire en 2010 de l'économie européenne la première économie numérique au monde. Bravo le résultat. Donc, on le savait que ça allait venir. Alors maintenant, il y a des tas de raisons, c'est le début du livre, je vais essayer en parler finalement, il y a différentes choses, en particulier la méthode de valorisation des startups avec ce qu'on appelle les private IPO, c'est des clubs d'investisseurs qui sont très limités, mais qui ne sont pas sur la bourse, qui évitent les short-sellers. C'est un gros problème sur la bourse, un gros problème du marché boursier aujourd'hui. Mais par exemple, une boîte comme SpaceX, la boîte d'Elon Musk, elle est valorisée de 32 milliards de dollars. Il faut comparer la valeur d'Airbus, c'est le même ordre de grandeur. Je veux dire, c'est une start-up qui a été créée en 2002. Voyez-vous, les B, C, D, c'est les levées de fonds, les différentes étapes, les rounds. Et le dernier, c'était le mois dernier, c'est avril 2019, la valorisation est de 32 milliards de dollars. Bon, donc, quand vous êtes valorisé 32 milliards de dollars avec cette méthode de valorisation privée, je dirais, dans un club d'investisseurs, comment c'est fait la valorisation? C'est simple, vous avez un club d'investisseurs, il y a un nombre d'actions, si quelqu'un veut rentrer, eh bien, on lui dit, le prix de l'action, c'est ça. Et donc, il accepte ou il n'accepte pas. S'il rentre, il prend des actions à un autre, on crée quelques nouvelles actions, et, bien entendu, ça donne une valeur à l'ensemble. Donc, SpaceX, les premières actions en 2000 quelques, c'était $1, maintenant, elles valent 230 $. Donc, un certain nombre de gens se sont fait de beaux résultats. Mais il n'y a pas d'IPO, il n'y en aura pas. Alors, maintenant,
Il y a aussi un petit écosystème particulier à Silicon Valley, mais là vous avez deux des personnes qui ont changé énormément les choses. C'est Peter Thiel, je pense pas que vous le connaissiez aussi bien qu'Elon Musk, tout jeune là, donc c'était en 2002, donc en 2002 il avait même pas 30 ans. Et ils avaient fait une boîte qui s'appelle PayPal. C'est plus compliqué que ça. Ils avaient chacun leur boîte, ils les ont réunifiées, et ils les ont vendus à eBay, et ils ont sorti chacun quelques centaines de millions de dollars, dont ils ont fait des choses assez différentes. Peter Thiel a investi dans différentes entreprises du monde numérique. Elon Musk a voulu transformer des industries traditionnelles en important les méthodes de développement de software, de logiciels. Et ces deux-là ont créé, ils n'étaient pas tout seuls à avoir des actions PayPal, et donc il y a ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Là, vous avez dans cette bande de PayPal Mafia, vous avez certains des créateurs des entreprises les plus aujourd'hui qui sont devenus parmi les plus importantes au monde, soit par leur existence, c'est le cas. Alors, il manque Elon Musk. Mais là, vous avez Peter Thiel, et Peter Thiel, vous allez beaucoup en entendre parler parce qu'il a une boîte qui est une espèce de CIA privé qui s'appelle Palantir. Et qui est le patron de Palantir Europe maintenant? C'est l'ancien patron d'Airbus, Fabrice Brégier. Et puis, derrière, vous avez donc une dizaine de personnes. Ils sont tous à la tête. Par exemple, là-dedans, il y a le créateur de YouTube, qui a vendu YouTube à une des GAFA. Mais s'ils ont pu tous, avec l'argent qu'ils ont tiré de la vente de PayPal, avoir une influence colossale, à eux tous, ils ont investi plus de 100 milliards de dollars dans des sociétés aux États-Unis. Et dedans, vous avez vraiment pratiquement toutes les grandes sociétés où les plus belles d'entre elles ont été rachetées par Microsoft ou par Google, etc. C'est absolument admirable, c'est amusant de les voir tous. Je ne vais pas vous donner leur nom, mais là vous les avez. Peter Thiel, Elon Musk, etc. Donc ces gens-là, puis vous avez au centre toutes les boîtes dans lesquelles ils ont investi ou qu'ils ont créé, ils sont fondateurs. C'est phénoménal. Alors c'est très particulier à Silicon Valley, mais il n'y a pas aux États-Unis que la Silicon Valley. Vous avez aussi le groupe de Seattle, où vous avez Microsoft et où vous avez Amazon. Donc, il y a des écosystèmes aux États-Unis qui sont favorables à la création de sociétés qui vont devenir très vite des licornes. Ils sont tous dans des licornes, mais souvent bien au-delà. On pense que YouTube, s'il était valorisé indépendamment de sa maison mère, aujourd'hui, il vaudrait 160 milliards de dollars. Voilà, mais alors donc, pourquoi on a choisi ces trois-là? Bon, moi je dirais que Elon Musk, parce que c'est un peu l'entrepreneur emblématique aujourd'hui. Jeff Bezos, parce que c'est un autre entrepreneur emblématique, mais avec un style très différent. Ils ont commencé à peu près au même moment. Jeff Bezos a créé Amazon, ça vers 1995, et Elon Musk a créé SpaceX en 2002, et il a vraiment créé Tesla vers 2005. Bon, et puis il y a le modèle aujourd'hui disparu de Steve Jobs, qui a influencé tout le monde. Si vous dites ça à Musk, il risque de ne pas être content, mais celui qui a largement inventé ce modèle, et qui a, par exemple, il a créé donc Apple, avec Steve Wozniak, et puis, dans un système qui ressemble un peu à notre écosystème, eh bien, les investisseurs ont dit, oh là là, ce bonhomme, Steve Jobs, il va couler la boîte, on va mettre un patron de Pepsi Cola à la tête d'Apple, et lui, on va le virer. C'était en 2006-2008. Si vous avez vu le film qui a été tiré de sa vie, vous l'aurez vu, et il est revenu au pouvoir en 95, et là il a tout changé, puisqu'il a inventé successivement, alors bien sûr les iMac, mais après il a inventé l'iPod, donc tout le modèle des réseaux musicaux, il a inventé après l'iPhone, et moi je me souviens encore de toute la presse économique qui écrivait à l'époque,
Mais qu'est-ce qu'Apple va faire dans les téléphones? Il y a Nokia, il y a Ericsson, il y a Alcatel, ils vont se planter. Vous savez ce qui est arrivé quelques années plus tard, Nokia faisait plus de téléphone, Ericsson non plus. Et le premier ministre de Finlande disait, l'économie de mon pays a été tuée par 2 sociétés, Apple, et puis, parce que c'est qui a tué Nokia, en tant que fonds dominant le marché des téléphones portables, et puis Amazon, parce que avec l'économie du livre transformée par Amazon, eh bien sûr, toute l'économie du bois en Finlande était transformée. Donc lui, c'était vraiment le modèle pour tout le monde, mais reconnu ou non, Musk va considérer qu'il est meilleur comme modèle. Donc, maintenant, ce qu'on a essayé de faire avec mes co-auteurs, c'est de voir un peu dans ces boîtes qu'ils créent, ce qui fait la différence. Donc, on a sorti 9 principes. Donc, c'est un livre court, plutôt du management, des leçons de management tirées de la Silicon Valley ou de ces boîtes. Le premier principe, c'est vouloir changer le monde. Ils veulent tous changer le monde. Quand Steve Jobs voulait changer le monde, il a changé le monde, je vous le disais tout à l'heure avec les smartphones, il a aussi changé le monde, toute l'économie de la musique a changé avec lui, il a vraiment, et il avait une vision d'un monde digital qu'il a réussi à mettre en œuvre en créant la boîte qui est devenue la première capitalisation au monde, même si depuis elle a été rattrapée par Amazon et par une autre. Bon, alors voilà, changer le monde. Et ça veut dire que ces entrepreneurs, ils ne travaillent pas avec un business plan. Si vous parlez de business plan à Elon Musk, ils vont rigoler. Ils disent, business plan, je sais pas ce que c'est. J'ai une intuition, j'avance le plus vite possible et je vais créer des marchés, je vais créer de nouvelles cultures, mais business plan, je sais pas ce que c'est. Alors moi, quand je vois tous mes pauvres amis qui font des boîtes et à qui on demande des business plans détaillés prévoyant tous les cash flows à 5 ou à 10 ans, mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on change. Donc le vision plan avant le business plan. Ça c'est particulièrement, puis le business plan. Le vision plan, il peut être absolument déraisonnable. Le business plan de SpaceX, c'est d'envoyer du colis sur Mars. Hein. Je pense aujourd'hui que le vision plan de Bezos, c'est de mettre la main sur toutes les activités lucratives dans le monde, y compris la santé. Je pense que c'est là qu'il va, et il réussit très bien. Il y a eu un bel exemple. Vous connaissez tous le cloud. Un jour, c'est quand même étonnant, la presse économique a découvert que le numéro 1 au monde en cloud, c'était pas Oracle, c'était pas Microsoft, c'était Amazon avec un Amazon Web Service. Donc le vision plan de Bezos, c'est vraiment lui dominer tout dans le monde, tout ce qui concerne la donnée, y compris en particulier, je pense qu'il est en train d'attaquer avec Microsoft la santé. En synthèse, je vous conseille évidemment de lire le livre, mais il est simple. Mais synthèse du principe de base numéro 1. Les individus qui se réunissent autour d'un projet de transformation ou d'innovation sont d'autant plus aptes à coopérer qu'ils partagent une vision inspirante. Ça inspire, vous allez chez SpaceX, vous voyez tout de suite, vous allez chez Tesla aussi. Même si les conditions de travail ne sont pas terribles, même si le comportement, c'est la même chose chez Amazon, mais vous avez un patron emblématique, charismatique, qui porte une vision à laquelle le personnel adhère. Les gens sont fiers de travailler chez SpaceX, c'est comme ça. Au service d'une mission ambitieuse, l'argent n'est jamais un objectif, mais un moyen. Hein, je veux dire, on dit, tout ça c'est des milliardaires. Non, au départ, ça n'a jamais été des milliardaires. Bon, j'y reviendrai. Ils étaient au départ, ils n'avaient pas plus de capital que beaucoup de gens chez nous ou aux États-Unis. Je veux dire, ils avaient des sommes très faibles, mais ils ont réussi à transformer à partir de là et à créer des entreprises gigantesques. La valeur, ce qu'on appelle leur fortune, c'est la valeur de leur entreprise, c'est pas ce qu'ils ont sur leur compte en banque, et la plupart d'entre eux n'achètent pas un yacht. Hein. Voilà.
Après, c'est autour d'une vision partagée et inspirante que l'on développe une culture d'entreprise, qui est une des clés de la réussite. Alors, et on peut citer la Gwynne Shotwell, qui est la Chief Operating Officer de SpaceX, que je connais assez bien, et qui est une femme solide, dynamique. Elle dit conduire des missions qui semblent impossibles et maintenir des objectifs absurdement ambitieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce qu'on cherche, c'est l'impossible, et ça attire beaucoup plus, je dirais, les jeunes talents. Réfléchir par les principes premiers, ça c'est fondamental, particulièrement du fait que, par exemple, Musk c'est un physicien, il a une certaine tendance, que les physiciens, à revenir au départ, à la base. Alors cela étant, ça aussi, ça se rapporte aussi au vision plan par rapport à business plan. Il dit, Henry Ford s'est dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il m'aurait répondu des chevaux plus rapides. Évidemment, il a fait la production en série d'automobiles. C'était quand même, et il n'avait pas de business plan. Bien. Et ça aussi, c'est très important. Le problème quand on attaque un problème, c'est pas de passer tout son temps à le résoudre. C'est à essayer de le définir. Ça, belle citation d'Einstein. Si j'avais qu'une heure pour résoudre un problème, je passerais 40 minutes à essayer de le définir. Et effectivement, c'est fondamental. Alors, là, un bon exemple, c'est ça. Moi, je veux dire, c'est une expérience personnelle. La première fois que j'ai été chez Tesla, le directeur de la fabrication, qui est un Français, m'a emmené visiter, comme j'étais envoyé par Musk. J'ai eu droit à une visite d'une demi-journée partout dans les villes, et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Ben ça, c'est le châssis d'une Tesla Model S, et c'est une batterie de 800 kg. Et donc, m'a expliqué, il dit, voilà, quand on a démarré ce projet, Musk a dit, moi, je veux une voiture qui a la même autonomie qu'une voiture à essence. Bon, on sait, on voit la densité d'énergie qu'on a dans les batteries. Les seules batteries qui existaient en grande série, c'était les batteries des téléphones portables, les batteries de lithium-ion. Il dit, voilà, donc il fait un rapide calcul, il faut 800 kg de batterie pour pouvoir faire 400 ou 500 km. Et donc, là, vous avez le châssis, c'est cette batterie de 800 kg. La voiture pèse 1,5 tonnes, dont la moitié, c'est la batterie. Et c'était, le principe de base, c'était, je veux pas une voiture qui soit un gadget, je veux une voiture qui soit comme les autres voitures qui fassent 400, 500 km. Bon. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais quand même scié parce que, on voit ça, c'est pas habituel, ça n'a rien à voir avec les batteries habituelles automobiles. Et donc, quelles sont les questions? Musk l'a raconté, ça. Vous avez dit, à l'époque, quand il a démarré Tesla, le coût d'une batterie, c'était $600 le kilowattheure. Il dit, on peut l'accepter, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, dedans, il y a tel matériau, cobalt, lithium, etc., nickel, aluminium. Si je redescends à la base, je trouve que ça ne devrait pas coûter plus de $80 par kilowattheure. Par conséquent, je vais faire ma propre usine, et c'est la Gigafactory qui est pratiquement terminée dans le Nevada aujourd'hui, et grâce à Tesla Solar City, aujourd'hui, le prix des batteries a incroyablement diminué par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Chercher l'erreur, comment se fait-il? Sa remarque, c'était, si je fais des additions, j'arrive à $80 de valeur. On me la vend $600. Où est l'erreur? Donc, c'est ça le retour au principe premier. Quand on n'a pas de solution, on déconstruit le problème. Alors, c'est un mode de réflexion qui est très philosophique et scientifique. C'est s'interroger sur les paradigmes de son domaine, sur les briques constituant le concept qu'ils définissent, les questionner, les réinventer. On va sortir des sentiers battus, emprunter des chemins de traverse pour proposer des idées nouvelles. Ça se retrouve ailleurs, ça se retrouve aussi dans ce qu'on appelle les systèmes agiles, etc. Il a fait la même chose dans le domaine spatial, il a trouvé qu'une fusée c'était bien trop cher, il l'a déconstruite, reconstruite, il a fait sa fusée des Falcon, et du coup il a diminué les prix d'au moins de moitié,
Et bien sûr, tous les autres se sont trouvés dans des situations où ils sont toujours d'ailleurs assez difficiles, en particulier nous en Europe. Après, ça, là on dit c'est une voiture, très bien, en réalité c'est pas une voiture. Hein. Parce qu'une voiture, ce qui caractérise d'abord une voiture, c'est un moteur thermique. Il y a eu un siècle de développement de moteurs thermiques, plus d'un siècle, qui sont devenus des mécanismes absolument remarquables. Mais là, il n'y a pas de moteur thermique, c'est des moteurs électriques. Il y en a 4, bien sûr. Et puis, mais au centre du système, c'est un système d'exploitation comme sur votre iPhone. Il y a un système d'exploitation. D'ailleurs, maintenant, ça a été introduit récemment, quand la première pièce, le châssis qui arrive chez Tesla, ou une voiture, on l'équipe immédiatement d'un ordinateur personnel, d'une mémoire, qui va enregistrer tout ce qui se fait sur la voiture. Et par ailleurs, cette voiture banale, je dirais, elle n'est pas autonome, mais elle a un système de conduite autonome en mode shadow. C'est-à-dire que tout conducteur est un bêta-testeur du système d'autonomie de la voiture. C'est-à-dire qu'à tout instant, la voiture compare, le système d'exploitation de la voiture compare ce que fait le chauffeur à ce que ferait l'automatisme, le système automatique. Et ça, c'est depuis presque 5 ans qu'ils font ça. Ils ont accumulé un nombre de données. Donc, c'est d'abord un système d'information autour duquel on fait une voiture. Comme la fusée Falcon, c'est un système d'information autour duquel on fait une fusée. Et vous pouvez imaginer de faire la même chose dans d'autres domaines. Et ça, c'est pas un hasard. Musk c'était un homme de logiciel, comme d'ailleurs Peter Thiel, et comme Jeff Bezos. Jeff Bezos était ingénieur logiciel dans une grande boîte américaine avant de décider de créer sa start-up. Hein. Donc, quand on dit du software, c'est vraiment le cœur d'un système, c'est l'information. C'est le système d'exploitation qui permet d'utiliser, d'organiser, d'exploiter l'information. Donc, il y a 2 types d'organisation. Celles qui ne savent pas quoi faire des données, hein, pour qui c'est périphérique, elles le traitent de manière maladroite, ils ont tendance à rendre leur organisation plus complexe en pensant que c'est comme ça qu'ils vont mieux utiliser les données. Et puis, il y a les gentils qui peuvent mettre la donnée carrément au cœur du système. Et ça, c'est le cas de tous les GAFA. Hein. Donc, c'est un système d'exploitation qui capte, suit, centralise l'ensemble des données produites dans la chaîne de la valeur. Bon, donc ça, c'est fondamental. Je veux dire, vous voyez un objet matériel, ce qui compte, c'est au cœur de cet objet, eh bien, le système d'exploitation et toutes les données qui sont accumulées, traitées, etc. Jobs était obsédé par la beauté d'un objet. Il considérait qu'un objet qui n'était pas beau ne se vendrait pas, et donc il a énormément travaillé sur l'esthétique des ordinateurs, puis des iPods, puis des iPhones, puis des iPads. C'est des objets qui sont beaux. Et alors, ne croyez pas que c'est complètement inventé là-bas. L'histoire est que Marcel Dassault, quand il allait visiter son bureau d'études, passait derrière les dessinateurs qui étaient en train de faire des plans de ces avions, il regardait, il prenait un crayon, il disait, là, c'est pas beau, ça peut pas aller, il faut me le faire comme ça. Et c'est fondamental. Un objet qui marche bien doit être simple et beau. Et ça, c'est exactement ça que vous retrouvez, par exemple, quand vous avez le projet de vaisseau habité de SpaceX. C'est bien, le principal souci, c'est de faire un véhicule qui est beau, avec un scaphandre qui est beau, et l'intérieur est absolument splendide. On se croirait pas dans un iPhone, mais à l'extérieur d'un iPhone. C'est assez étonnant. Voilà. Et puis, il y a quand même ça aussi. Quand on travaille sur un système, il y a là une citation d'un professeur de l'université de Tokyo qui est Noriyuki Kano qui dit il faut supprimer le travail sur les composants et attributs qu'il appelle indifférents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vraiment d'impact. Réduire au strict minimum le travail sur les indispensables, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Et se concentrer sur ce qui est prometteur, et encore plus sur ce qui est excitant. Et ça, c'est ce qu'ils font tous. Le principe de base 4, c'est
On ne travaille pas sur ce qui n'a pas d'impact. Là, on peut les prendre. Par exemple, je prends une Tesla, vous allez prendre un écran de LG qui est une dalle pour afficher l'information, mais le système d'exploitation, c'est vous qui allez le faire. L'esthétique de la voiture, c'est vous qui allez la faire. Et puis, ce qui importe après, c'est se concentrer sur ce qui est prometteur, c'est ceux qui peuvent changer les choses, et les excitants, c'est ceux qui vont créer une nouvelle demande. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répartir le travail également sur tout, mais uniquement sur ce qui peut changer les choses. Voilà. Je pense que là, on est vraiment au cœur de la problématique du monde qui s'installe, du monde des GAFA, et pas seulement. C'est quand on voit aujourd'hui Areva incapable de terminer un projet de réacteur nucléaire en France et ailleurs, quand on voit que la NASA était capable d'aller sur la Lune en partant de zéro en 8 ans, et qu'aujourd'hui, quand on pose vraiment la question aux gens à Washington, ils disent bonjour, on a tout, mais il nous faut quand même encore 10 ans. Il y a un petit problème. La complexification continue et exponentielle porte en elle le risque pour nos entreprises, nos organisations, nos sociétés de devenir compréhensibles et donc contrôlables. On perd le contrôle, c'est ce que je dis toujours, on parle d'intelligence artificielle, je ne pense pas que l'intelligence artificielle nous prendra le pouvoir, mais je pense qu'on lui donnera le pouvoir parce qu'on ne saura pas maîtriser la complexité des systèmes qu'on crée, ce qu'on appelle l'explosion de la complexité. Il faut emprunter la voie de la simplicité, et la simplicité conduit à de beaux objets, de beaux systèmes. La croissance fondamentale. Je connais donc Jérôme Guillain, qui est un Français, qui n'a jamais travaillé en France d'ailleurs, qui est le président du département automobile de Tesla actuellement. Et la question lui a été posée, je l'ai rencontré, puis après il a fait une conférence, c'est mais quand est-ce que vous allez gagner de l'argent chez Tesla? Il dit jamais, parce que nous réinvestirons tous nos bénéfices pour atteindre notre objectif qui est de révolutionner la mobilité. Point. Ce qui compte, c'est pas les bénéfices qu'on va distribuer à des actionnaires. Ce qui compte, c'est la valeur de l'entreprise qui est perçue par son impact potentiel sur le futur. Pour Steve, malheureusement, Cook n'est pas tout à fait comme Steve Jobs. Steve Jobs, pour lui, distribuer des dividendes, c'était criminel. Parce que c'était de l'argent qui était détourné du véritable objet de l'entreprise, qui est de créer le futur. Donc, du temps de Steve Jobs, il n'a rien distribué du tout. Jeff Bezos, il faut vraiment que la boîte est cotée. Il y a des gros actionnaires comme Warren Buffett dedans, le fonds Warren Buffett. Il a fait des efforts en distribuant quelques milliards de dollars sur une boîte qui génère des centaines de milliards de dollars de revenus. Donc, c'est pas du tout cet esprit-là. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le capitalisme qui va sortir, qui est en train de sortir de là, n'a rien à voir avec le capitalisme habituel. Ça, c'est quoi? C'est le bureau à Seattle où vous avez Jeff Bezos avec Amazon.com. Ça devait être en 95. Il était tout petit. Il a vendu des livres parce que les livres étaient listés déjà dans des ordinateurs, donc il pouvait faire du commerce électronique. Il mettait les livres lui-même dans les enveloppes avec sa femme, il les portait à la poste. C'était en 95. 24 ans plus tard, cet homme est le plus riche du monde et sa boîte est l'une des plus puissantes au monde. Il ne faut pas croire qu'il faut longtemps pour changer le monde. Changer le monde, si vous faites 1 ou 2% de croissance par an et que votre principal souci c'est que vos actionnaires rentiers soient contents, c'est pas comme ça que vous allez modifier la planète. Et donc, big things start small. Et ça, c'est Bezos qui le montre lui-même. Il a commencé comme ça, en tapant tous ses copains et sa famille pour rassembler 200 000 $ pour démarrer un business qui aujourd'hui vaut 1000 milliards de dollars en moins d'un quart de siècle. Donc la croissance est fondamentale. La croissance SpaceX, vous connaissez assez bien le nombre d'employés. En plus, c'est facile, ils font tout le business parce qu'ils font l'intégration verticale. C'est une magnifique exponentielle. Le taux moyen de croissance entre 2002 et 2017, ça a été 42%. 42%, vous allez vite.
faut pas longtemps pour doubler. Et donc, en quelques années, vous pouvez devenir une boîte qui vaut plus que toutes les grandes boîtes aérospatiales au monde. Même chose pour Tesla, en dépit de ses problèmes. Il est valorisé quand même aujourd'hui encore à un niveau très très élevé, pratiquement au niveau de General Motors ou de Ford. Et donc, c'est très important. Il faut croître, investir pour croître et avoir des méthodes de travail qui permettent d'aller très vite. Donc ça, c'est... et donc l'argent n'est pas le but. L'argent, c'est un moyen. Ce qui compte, c'est la valeur de l'entreprise. Et aux États-Unis, les investisseurs, encore une fois, de boîtes comme ça, dans les boîtes comme ça, ils se posent pas la question de savoir quel va être le business plan. Ils disent, cette boîte, dans 10 ans, elle peut peut-être valoir 500 milliards de dollars. Je peux me tromper, mais si je me trompe pas, et je vais pas l'embêter, je vais laisser vraiment faire, je vais laisser toute la liberté possible, je vais l'aider si nécessaire, mais surtout, je veux dire, l'important c'est que on puisse réaliser le projet, un projet qui est une vision, qui est une transformation potentielle du futur, qui peut avoir un impact. Et si ça a un impact, ça serait comme Apple ou comme Amazon, ça vaudra un jour 1000 milliards de dollars ou plus. Hein. Mais aucun talent ne sera jamais motivé, engagé durablement par le seul objectif d'enrichir les dirigeants, les fondateurs ou les actionnaires. En revanche, ils sont motivés par une mission. Quand on parle en France aujourd'hui d'objectif à mission, voilà, une entreprise à mission. Vous l'avez là parce que le but c'est certainement pas d'enrichir les actionnaires. Ça, les actionnaires n'aiment pas, sauf si vous êtes justement dans un écosystème où les actionnaires ne cherchent pas une rémunération rapide, ils n'ont même pas besoin de rémunération, ce qu'ils cherchent c'est avoir une boîte qui vaut très cher, qui devienne une licorne, une super licorne, un titan, et éventuellement qui rentre dans la catégorie des GAFA. L'organisation ruche, c'est ça. C'est le mode d'organisation qu'il y a dans ces boîtes, extrêmement flexible, agile, et quand vous êtes, voilà, ça c'est spécifique, vous avez tout dans un grand hall, tout le monde est là, tout le monde, il n'y a pas de bureau, le patron n'a même pas de bureau lui-même d'ailleurs, la cafétéria c'est un balcon qui donne sur l'usine. Là, vous avez la salle de contrôle des vols. Ça, c'est évidemment la foule. Ils sont extrêmement jeunes. C'est incroyable. Puis vous avez l'endroit où on fabrique les vaisseaux habités, la fusée, les scaphandres, l'électronique. Tout ça ensemble, c'est une ruche. Moi, quand je vais dans les usines en France, qui fabriquent des fusées, je me dis où sont les employés. Et là, vous en avez, mais alors, c'est que tout le monde court partout. Et d'ailleurs, au point que s'il y a quelqu'un qui ne court pas dans la boîte et que le patron est là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Même chose sur Tesla, c'est pas forcément sympathique. Les principes sont simples, c'est au XXe siècle, planification, maintenance et exploration. Au XXe siècle, obéissance, c'est motivation et engagement. Gérer des tâches sur les chaînes de production, c'est créativité dans un univers complexe. Les managers donneurs d'ordre, c'est des managers facilitateurs. On manie le bâton et la carotte au XXe siècle, on donne l'autonomie au XXIe siècle. On utilise là des modèles sûrs pour créer de manière sûre de la valeur. On exploite l'incertitude pour innover. Hein, le fonctionnement est figé et fixe. Là, c'est carrément liquide et mobile. Les petits groupes se restructurent très très vite. Les groupes de travail, c'est plutôt 8 personnes qui se mettent ensemble, qui se désagrègent au fur et à mesure de l'avancement des projets. J'ai jamais personne qui ne fait rien. Il n'y a pas de papier. Hein. Évidemment, je connais bien toutes les méthodes parce que j'ai travaillé là-dessus de gestion de projet en cascade avec des trucs en V. C'est absolument aberrant dans ces boîtes-là. C'est une gestion de projet complètement agile et dynamique. Nous, c'est, au XXe siècle, c'était ordre et des silos. Là, c'est transversal, solidarité. Les gens passent d'une fonction à une autre très vite, peuvent aller s'adresser au patron à partir du moment où ils ne font pas perdre son temps. Et ça va vite. Ce qu'il faut, c'est aller vite, très vite. L'organisation pyramidale, verticale, hiérarchique, maintenant, c'est l'organisation ruche qui va dominer le XXe siècle. Alors, j'avance.
Le design impératif, c'est ça. Ça, je connais bien Paul Brewster, qui est l'homme qui dirige les travaux sur envoyer des hommes sur Mars chez SpaceX. Un type qui sort du MIT, très, très bon. Je lui posais la question, ils ont eu un problème avec une capsule qui est quand même explosée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Notre méthode, test en itérate. Point. Et ça, personne n'avait jamais fait ça. La récupération d'un étage qui revient se poser sur une barge. Il y a un film qui montre, je ne vais pas vous montrer là, mais c'est vaut la peine, qui s'appelle Comment ne pas poser une fusée. Il y a tous les échecs. Et quand il vous le montre, il rigole. Ils disent, c'est vrai que pendant des années, ils ont échoué jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ça sert à rien d'écouter quelqu'un qui vous dit c'est formidable ce que vous faites, ce qui montre que quand je montre quelque chose à un ami, ce que j'attends, c'est ce qu'il me dit, ce qu'il aime pas, et pas ce qu'il aime. Et donc, il faut être critique, très critique, soi-même. Après, donc le design opératif, dans un univers complexe et changeant, on ne peut pas planifier parfaitement un projet d'innovation. Donc, il fait prototyper, tester le plus rapidement possible, apprendre de ses erreurs et recommencer. C'est vraiment, et en plus, c'est une innovation frugale. Parce que vous acceptez le risque. C'est ça qui est fondamental, hein. On a tendance, dans le milieu que je connais bien, à faire les choses de manière à ce que, il faut que ça marche. Si ça marche pas, mon Dieu, on va leur reprocher que de leur donner de l'argent. Là, non, si ça marche pas, on recommence, on apprend de ses échecs. Ouais, c'est une stratégie de prise de risque. Et puis le recrutement. Comme si je commence par Bezos, placer la barre très haut dans notre procédure de recrutement et il continuera d'être l'élément le plus important de notre réussite. Et ça, ils le disent tous. Will Shotwell, la patronne donc opérationnelle de SpaceX, un personnel top niveau, le seul moyen permettant de réaliser de grandes choses. Donc c'est ce que Musk appelle des forces spéciales comparées aux armées régulières. Alors, Musk est assez réputé, je connais pas mal de gens qui ont travaillé chez SpaceX, qui sont encore. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Musk voyait toutes les personnes qui étaient recrutées par un boîte. 1 heure d'entretien, et c'est pas un entretien suivant un modèle de ressources humaines. Ce qu'il veut, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau de la personne qui est en face de lui pour voir si elle pourra s'adapter à cet univers extrêmement changeant. Et donc, il pose des questions très déroutantes pour voir comment ça réagit. Mais la pire erreur qu'on puisse faire quand on a une boîte, comme ça, c'est de se tromper sur le recrutement. Une erreur de recrutement, c'est une catastrophe, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors, le résultat, évidemment, ça n'a pas très apprécié les méthodes en France, puisque tous les ans, 10% du personnel de chez SpaceX est viré. Ceux qui sont les moins performants, les mêmes choses chez Tesla. Et ça étant aussi bien chez SpaceX que chez Tesla, comme chez Amazon d'ailleurs, c'est vraiment frugal. Première chose que m'avait dit le directeur de fabrication de Tesla, il m'avait dit, on travaille sur un shoestring, c'est-à-dire vraiment, en fait, on fait des économies de bout de chandelle. Parce que le principe, c'est on est pauvre. On veut aller vite, mais on ne dépense pas inutilement l'argent. Voilà la fin. C'est, en France, un entrepreneur, on va lui donner de l'argent, mais on va lui demander des garanties. Il va dire, sa maison, ses économies, on va lui demander de faire un reporting aux investisseurs, qu'il soit public, privé, que ce soit un conseil général, un conseil régional, une banque. On va lui demander tous les 15 jours, en gros, de venir dire tout ce qu'il a fait pour bien montrer qu'il utilise bien l'argent qu'on lui prête. Hein, et c'est absolument pas ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai connu plusieurs boîtes qui sont mortes, tout simplement parce que les types extrêmement brillants qui les dirigeaient passaient tout leur temps à faire du reporting. Ça, c'est fondamental. Je pense que c'est même le facteur, c'est la liberté. Et on accepte l'échec et on fait confiance à l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment absolument formidable. Alors, vous avez un film dans lequel c'est très bien vu, c'est le film sur la jeune vie encore de Mark Zuckerberg,
dans lequel vous le voyez aller en Californie rencontrer un homme qui est Peter Thiel. Et Peter Thiel lui dit, ça vous donne combien? Il dit, je veux plus 500 000 $. Peter Thiel lui dit, je vous les donne, mais je veux pas plus de 10% de la boîte, je veux jamais contrôler la boîte. C'est vous le patron, c'est vous qui portez le projet. Moi, 10%, ça m'ira très bien. Vous allez à la BNP ou à une grande banque en France, ça va vous dire, écoutez, moi je veux la majorité, et le résultat c'est qu'au bout de quelques mois, si ça ne se passe pas tout à fait comme ils veulent, ils viendront, ou une autre boîte les rachètera, et le projet sera mort-né. C'est une catastrophe. C'est l'entrepreneur innovateur qui a défini, qui porte la vision. Sa mise à l'écart, qui arrive très souvent en France, je l'ai vécu avec des amis, ça conduit à la mort cérébrale de l'entreprise, qu'on ne sait pas à la mort tout court. En général, ça veut dire, mort cérébrale, ça veut dire que l'autre entreprise va la reprendre, et puis, une fois qu'elle est reprise, les gens rentrent dans la culture des grandes entreprises traditionnelles, et c'est terminé avec l'innovation. Il faut, c'est ça, c'est l'apport intellectuel, l'apport de l'idée du fondateur est reconnu au même titre que l'argent. Ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas d'argent, et c'était le cas de Musk au départ, quand il a fait la boîte qui a conduit à PayPal, il n'avait pas d'argent, mais il a permis, on a laissé libre de développer sa boîte, on ne lui a pas piqué la majorité des actions de sa boîte. Ça, c'est vraiment, c'est la liberté, ça c'est fondamental. Et bien sûr, après, puisque c'est le patron, on sait qui est le patron, il a vraiment le contrôle, sa valeur, la valeur de son projet est reconnue par les investisseurs, qui acceptent bien sûr de prendre un risque, les employés vont beaucoup plus facilement adhérer à une démarche qui va devenir collective. Merci Alain. Voilà. Bravo.